Malheureusement, notre histoire dans ce domaine-là n'est pas brillante. En 1995, on a éliminé un candidat majeur qui était Alassane Ouattara. On a eu une élection tronquée avec un boycott actif. C'est Tidjane Thiam qui est en train de vous dire et qui reconnaît aujourd'hui qu'en 1995, il y a eu une élection tronquée, tout comme en 2000, il y a eu une élection calamiteuse, et que en 2015, dans cette élection tronquée, Alassane Ouattara a été éliminé. Je reprends pourquoi on écoute ses propos. Il les a tenus hier, 5 août 2025. La vidéo est là et tout le monde peut voir. Je rejoue la vidéo pour que tout le monde écoute bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va retirer dans cette petite parole. J'espère que vous êtes prêts. Je reprends. Transparente, crédible et qui surtout donne un résultat accepté par la nation ivoirienne. Malheureusement, notre histoire dans ce domaine-là n'est pas brillante. En 1995, on a éliminé un candidat majeur qui était Alassane Ouattara. On a eu une élection tronquée avec un boycott actif. En 2000, vous avez vu. Ok. En 2000, Babo a lui-même reconnu que l'élection a été une élection calamiteuse. Donc, personne ne peut contester ces faits. Et s'il y a un garçon sur cette planète Terre qui peut contester ces faits, dès cet instant-là, je mets $3000. Ça, c'est moi seul. Le taux du jour, c'est 590. 590 000 multiplié par 3. Je mets ça sur la table maintenant. S'il y a un seul garçon qui est capable de venir relever ce défi, je complète ça à 2 millions de francs CFA d'ailleurs, $4000. Pour te donner ça directement avant la fin de l'émission. Je n'ai pas dit on va aller pour revenir. Quel que soit ce que vous êtes, venez nous démontrer que l'élection de 2000 n'a pas été une élection calamiteuse, puisque celui-même qui a été le fruit de cette élection a proclamé cela. Mais avant 2000, l'élection de 1995, Tidjane Thiam nous dit que ça a été une élection tronquée. Ça veut dire une élection faite sur de mauvaises bases. Une élection faite entachée d'irrégularité, d'injustice. Et ça a conduit au boycott actif. Tout le monde a bien entendu. Ici, la première chose que vous devez retenir, Bédié est mort. Mais Chakadjan vient de faucher Nzoueba dans sa tombe. Il vient de faire un croc en jambe à Arikona Bédié dans sa tombe. Chakadjan reconnaît aujourd'hui que l'élection d'Arikona Bédié, élection qu'il appelle ici, à travers lui-même ses propres mots d'élection tronquée, Chakadjan Tidjane Thiam reconnaît enfin en 2025, que lui, Tidjane Thiam, il a travaillé avec un gouvernement issu d'une élection tronquée en 1995. Je vous ai dit qu'on sera très méthodique, mais très chirurgical. Du vivant de Bédié, est-ce que Chakadjan pouvait dire ça? Aujourd'hui, quelqu'un qui se bat avec les morts, c'est à vous de juger. Mais au-delà de ce facteur, Chakadjan, en reconnaissant qu'en 1995, l'élection a été tronquée et l'élection a été menée sur des bases injustes pour éliminer Alassane Ouattara, Chakadjan, sans le savoir, reconnaît que lui, il a travaillé avec un gouvernement issu d'une élection tronquée en 1995. Et là, la conséquence, ça nous permet de mettre à nu la moralité de Tidjane Thiam qui sèche son habit là où le soleil brille. Parce qu'il a travaillé avec ce gouvernement. Il n'a jamais eu le courage de dénoncer la forfaiture dans laquelle ils étaient. Et il a travaillé avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tidjane Thiam est un homme, même s'il a son intérêt avec le diable, il ira souper, il ira dîner à la table du diable. S'il a son intérêt avec le bon Dieu, il ira là-bas.
En réalité, en Côte d'Ivoire, on dit qu'il sèche son habit là où le soleil brille. Et Tidiane Thiam, à travers ce fait-là, vient de nous montrer qu'il traîne derrière lui l'âme d'un traître. Vous, Ivoiriens, là, si vous confiez votre pays à Tidiane Thiam, il est venu pour votre argent. Quand il va finir de vous sucer là, c'est le même Tidiane Thiam qui va aller se promener pour dire, de la manière vous m'avez laissé rentrer dans un gouvernement issu d'une élection tronquée, et puis j'ai bouffé votre argent là. C'est comme ça qu'en 2025, vous m'avez laissé, je suis devenu votre candidat. J'ai volé votre argent pour payer tous mes crédits, et puis aller construire mes biens au Sénégal, et puis maintenant là, je m'en fous de vous. Il le dit déjà. Il le dit déjà par anticipation que le Sénégal est mieux que la Côte d'Ivoire dans tous les sens. Mais au-delà, on peut encore pousser l'analyse. On est maintenant à un troisième niveau. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, en 2025, veut être candidat. Et parce qu'il veut être candidat, en violation des lois ivoiriennes, en violation de la Constitution, en violation du code de la nationalité, en violation du code électoral, ce Tidiane Thiam là renverse sa veste et affirme que le gouvernement de Bédié, qui a été formé après les élections présidentielles de 1995, est le fruit d'une élection tronquée. Lequel gouvernement dans lequel lui-même il a participé. Mais c'est très intéressant pour nous. Et c'est pourquoi je vous dis que Chaka Dian est une mine d'or pour nous. Parce que chaque fois qu'il parle, il crache une vérité sans s'en rendre compte. Mais dans ses propos qui paraissent simples, Chaka Dian est en train de procéder à une stratégie pour s'attirer la compassion collective, tout en mettant toutes les blâmes sur Bédié, tout en mettant toutes les responsabilités du mal politique de la Côte d'Ivoire sur Bédié, et il veut se transformer en homme juste, simplement à travers la parole. Alors que tu as profité de ce gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une trahison? Si le gouvernement tronqué était mauvais, tu ne devrais pas travailler dans ce gouvernement tronqué de M. Bédié. Venir dire que ce gouvernement est le fruit d'une élection tronquée, toi tu y as participé, tu ne l'as jamais dit, tu ne l'as jamais interpellé, ça démontre encore que tu es l'ennemi, le pire ennemi des Ivoiriens. Ça veut dire demain là, les terroristes, les djihadistes vont venir prendre les Ivoiriens. Tu vas te taire, tu feras semblant de ne pas les voir. Et ça prouve bel et bien que tu traînes derrière toi l'âme d'un traître endurci. Mais mieux, tu veux profiter de cette situation pour rapprocher deux choses complètement différentes. Ma situation est aujourd'hui comme la situation de M. Ouattara, qui a été injustement écarté des élections tronquées de 1995 qui ont conduit au boycott actif. Mais c'est un rapprochement trop facile. Ça, c'est pour les esprits niais, c'est pour les esprits enfantins. Mais nous autres qui sommes fortement aguerris, on ne regarde pas la beauté des propos. On analyse le fond, la profondeur de chaque propos. Chaka Dian, tu ne vas pas rapprocher deux situations. Tu ne vas pas faire un rapprochement indirect des deux situations qui sont complètement différentes. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire? En disant ça, les gens vont se dire, mais donc la Côte d'Ivoire a l'habitude d'éliminer les gens. Voilà la conclusion rapide à laquelle il veut nous faire conduire. Et comme ça, donc comme c'est une habitude, donc permettez que tout le monde puisse être candidat. Non, pourtant les choses ne sont pas comme ça. Parce que l'histoire est là, la réalité est là. Alassane Ouattara, pendant les élections de 1995, a été injustement empêché d'être candidat sur la base d'aucune loi, d'aucune décision. Ça a été le fruit d'une manipulation de la Constitution. Et je suis très précis dans ce que je dis. Bédié, le 8 décembre 1994, va modifier la Constitution pour dire que les candidats à la présidence doivent prouver leur ascendance ivoirienne. Alors qu'Alassane Ouattara a été le seul politicien
qui a démontré toute son ascendance. Il l'a fait avant 2001, il l'a fait en 1995, il l'a fait en 2000, il l'a fait en 2010, il l'a fait en 2015, il l'a fait en 2020 et il le fera encore en 2025. Mais ce dont tout le monde se souvient et que tout le monde peut vérifier, c'est ce que je vais vous faire écouter. Alassane Ouattara, Oufoué n'a jamais montré sa filiation. Bédié n'a jamais montré sa filiation. Guy Robert n'a jamais montré sa filiation. Laurent Gbagbo n'a jamais montré sa filiation. Alassane Ouattara a été le seul et unique politicien qui s'est mis devant les Ivoiriens et qui a dit, voilà mon papa, voilà ma maman, voilà mon grand-père, voilà ma grand-mère, côté maman, côté papa, voilà mes arrière-parents. Et il a tout démontré. Et la preuve la plus rapide que je vais vous donner, c'est cette vidéo qui a été réalisée lors du forum de la réconciliation en 2001. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 à 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité, établie le 20 mars 1963 à Dimokro.
par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban, dans le département d'Oguéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité, ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory, au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. De la pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Je parlerai maintenant de mon cursus scolaire et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite, j'ai suivi mon père à Saint-Dou. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine.
La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la Haute-Volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire des personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué
par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansu, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Bref, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a donc utilisé des arguments fallacieux pour me barrer la route. De la course à l'élection présidentielle d'abord, des élections législatives ensuite. Parmi les principales raisons avancées par cette institution, il y avait que la carte d'identité de mon père était datée de 52, je viens de la présenter, elle est datée donc de 63, que l'acte d'individualité de ma mère ne serait pas signé. Là encore, je verse au dossier l'acte d'individualité de ma mère, daté donc du 13 janvier 2000, et vous verrez bel et bien que l'acte d'individualité est signé. Tout ce que je viens de vous présenter ce matin montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit purement et simplement d'un problème politique. Je voudrais maintenant parler de la Constitution. L'article 35 de la Constitution a été conçu dans le seul but de m'éliminer de la course à l'élection présidentielle. Ainsi donc, notre Constitution, la loi fondamentale, n'est pas impersonnelle. Pourtant, on nous a répété à l'envi qu'une Constitution ne peut être révisée pour un homme, comme si telle était notre revendication, qu'il nous est loisible aussi de rétorquer qu'une Constitution ne peut pas être faite contre un individu. Autant, elle ne peut pas être faite contre un individu en qui se reconnaissent des millions d'Ivoiriens. Qui parmi tous les hommes politiques ivoiriens a donné autant de détails sur sa vie? Je tiens à rappeler ceci à Tidjane Thiam. En 1984, quand le président Ouattara rentre pour la première fois au FMI, c'est Félix Houphouët-Boigny qu'on consulte à Masson, et c'est lui qui délivre un passeport diplomatique à Alassane Ouattara en 1984 pour aller servir au FMI. Toi, quand tu es rentré, à plus d'un chose, tu es rentré en tant que Français. Tu le dis à qui voulait l'entendre. Quand tu es rentré à la City, tu es rentré en tant que Français. Et tu as dit que tu subissais beaucoup d'injustices, mais que ce n'était pas parce que tu étais noir, mais c'est parce que tu étais Français. Alors vous êtes appelé pour devenir directeur financier du groupe d'assurance Prudential. Aujourd'hui, vous en êtes directeur général. J'imagine qu'en Grande-Bretagne, ça n'a pas été si facile non plus. Ou est-ce que ça a été finalement facile? Il y a toujours des difficultés, mais comme m'a dit un jour le président d'une grande entreprise britannique, il m'a dit ton problème dans la City, contrairement à ce que tu crois, c'est pas que tu es noir, c'est que tu es français.
Ce que en fait, j'ai reçu comme une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire que donc c'était pas une question de couleur ou de race, c'était plus une question de différences culturelles et d'approches différentes dans la manière de présenter les choses. Alassane Ouattara, en 1994, quand il retourne au FMI, on appelle Bédié pour dire tu as un de tes ressortissants qu'on veut prendre ici comme directeur adjoint du FMI. Est-ce que tu es d'accord? Ils ont validé, c'est la Côte d'Ivoire qui a validé cela. Pendant le forum de la réconciliation en 2001, Gbagbo s'est arrêté devant tout le monde et il a dit que l'article 35 a été mis en place pour éliminer Ouattara. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le président Ouattara devenait empardonnable pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le président Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à président de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Tidiane Thiam, quand tu as été nommé au Crédit Suisse, tu as été nommé en tant que Français. C'est très important qu'on dise ces facteurs-là aux uns et aux autres. Là, vous allez comprendre que c'est trop facile de vouloir comparer des situations. Et les propos et les faits sont là. Je mets n'importe qui au défi. Gbagbo, sors pour faire un historique de ta vie. Avec tous les détails comme le président Ouattara l'a fait. Vous les gens du PDCI là, vous qui dites que vous êtes les enfants d'Abla Pokou là, sortez et puis faites l'historique de Bédié. Sortez et puis faites l'historique de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui là, l'amusement est terminé. On va voir qui sont les vrais Ivoiriens et les faux Ivoiriens. Sortez, faites votre généalogie comme de la manière Alassane Ouattara a fait. L'histoire est là, tout le monde peut vérifier dans les faits. L'histoire est là. On sait, le premier traité sur la colonie de la Côte d'Ivoire, ça a été fait à Congo. On sait aussi que lorsque les Blancs venaient, les Blancs se sont intéressés aux ensembles structurés. Les peuples qui n'avaient pas de structure organisée là, les Blancs n'ont pas traité avec eux. On connaît très bien la colonie du Bissandougou, on connaît la colonie du Dahomey, on connaît la colonie de Konga. C'est aussi clair que l'eau de roche. Nous sommes dans la fête de l'indépendance. Il faut qu'on rappelle d'où on vient. Celui qui a signé le traité pour créer l'état de Côte d'Ivoire, c'est le roi de Congo. Ça, il faut qu'on vous dise ça. C'est pas le roi des Bété, c'est pas le roi des Baoulé, c'est pas le roi des Kourou. Les Kourou, les crewmen, les hommes d'équipage. Vous voulez qu'on rentre dans votre histoire? L'histoire, elle est bien connue. On ne tombe pas du ciel. Et donc, tous ces facteurs étant bien mis en place, si vous avez bien compris cela, nous allons rappeler à Chaka Dion que sa forfaiture ne passera pas. Et que tout ce que Bédié a fait, il allait même encore plus loin. Et Alassane Ouattara l'évoque. Ils ont même été utilisés du blanco pour mentir sur Alassane Ouattara. Et voici qu'il le dit ici encore d'une autre façon. Pour une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions.
Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Alassane Ouattara vous montre la Constitution et il dit, en tant que dirigeant de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours la Constitution avec moi. Parce que même si je ne la connais pas par cœur, j'ai la Constitution avec moi pour lire. Mais Chaka Dia nous a dit dans l'émission avec Alain Foucault que lui ne connaît pas la Constitution ivoirienne. Il ne connaît pas le code des nationalités ivoiriennes. L'article 48 est une loi floue et il ne connaît pas le code électoral en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas pris le temps, comme Alassane Ouattara, d'avoir la Constitution sur lui avant de venir parler sur un plateau de télé. Ça montre le grand fossé entre ce qui est la réalité et ce qui est le faux. Mais mieux, il faut qu'on rappelle les faits dans leur cruauté pour que les gens sachent d'où on vient et que certains commencent à bien nous comprendre. Alassane Ouattara, là, pendant 18 ans, lui et toute la population du Nord ont subi le martyre et une violence indescriptible. Gbagbo Laurent était celui qui devrait passer à un génocide à cause de la haine pour Alassane Ouattara. Monsieur Bédié a envoyé en 1999, alors que toi, Chaka Dia, tu travaillais dans ce gouvernement, ils ont envoyé monsieur Joe Vleï Dimitri. Joe, on écrit J-O-E. Vleï, là, on écrit V-L-E-I tréma. Et puis Dimitri. Ils l'ont envoyé au Burkina Faso pour aller fabriquer un faux extrait de naissance et un faux certificat de nationalité burkinabé au nom d'Alassane Ouattara pour pouvoir l'éliminer et le vilipender. Et je n'invente pas les faits. Prenez le journal Le Monde du 17 décembre 1999, modifié le 17 décembre 1999, le journal Le Monde, vous tapez le titre « Tentative de corruption d'un juge burkinabé ». Article réservé aux abonnés. Ça veut dire, moi là, je suis abonné à Journal Le Monde, je ne suis pas un ouïa-ouïa. Je lis beaucoup. Et on prend ça pour éduquer nos parents. Voici ce qui est écrit. Un ressortissant ivoirien a été arrêté le 9 novembre 1999 pour avoir tenté de corrompre un juge au Burkina afin qu'il délivre un certificat de nationalité burkinabé au nom d'Alassane Ouattara. Joe Dimitri Vleï, 26 ans, qui a été arrêté à Bobo Dioulasso, a expliqué avoir proposé à un juge de la ville une somme d'argent et un logement en échange de l'établissement d'un certificat de nationalité burkinabé au nom d'Alassane Ouattara. M. Vleï affirme avoir entrepris ce voyage au Burkina en accord avec le ministre ivoirien de la Solidarité, Laurent Donald-Fologo, qui est également secrétaire général du PDCI, le parti au pouvoir, et avec l'accord du lieutenant-colonel Laurent Koudou, adjoint au préfet d'Abidjan. Signé Journal Le Monde, AFP. Vleï Dimitri dit que en 1999, pendant que Chaka Dia était dans le gouvernement tronqué de Bédié et qu'il profitait de la Côte d'Ivoire pour salir Alassane Ouattara, ils ont envoyé Laurent Donald-Fologo. En ce moment, Laurent Donald-Fologo était ministre de la Solidarité en Côte d'Ivoire, dans le gouvernement de Bédié. Il était aussi le secrétaire général du PDCI. Ce Donald-Fologo là, avec l'ancien préfet d'Abidjan, qu'on appelle Laurent Koudou, sous l'impulsion du PDCI, ils ont pris Vleï Dimitri Joe. Ils ont dit, va à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Quand tu arrives là-bas, là, faut aller, tu rencontres les juges là-bas. On veut faire des faux papiers pour mettre la nationalité burkinabé sur Alassane Ouattara. Quand tu arrives là-bas, là, tu proposes beaucoup de millions à ce juge-là avec un logement à Abidjan. S'il accepte là, il n'a qu'à faire un faux certificat de nationalité burkinabé et puis un faux extrait de naissance burkinabé au nom d'Alassane Ouattara. Là, quand c'est comme ça, là, on va tuer affaire d'Alassane Ouattara.
Est-ce que toi, tu as subi tout ça? Est-ce que toi, Chaka Diop, tu as subi ces méchancetés? Ce que tu veux rapprocher pour tromper les gens, c'est qu'on est en train de te rappeler, la fois enlever caca qui est dans tes oreilles là pour bien comprendre. Tu dis que tu ne connais pas la Constitution. Tu dis que tu ne connais pas le code des nationalités. Tu dis que tu ne connais pas le code électoral. Bon, Chaka Diop, moi je vais te dire et te répéter. Quand tu es venu t'inscrire en 2022 là, quand tu as eu le passeport ivoirien là, est-ce que tu as dit à l'autorité où tu as établi ton passeport là que tu avais la nationalité française en 1987? Tu es sorti de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Tu as pris la nationalité française en 1987. Quand tu es retourné à l'ambassade pour aller refaire tes pièces, est-ce que tu as informé les gens que tu étais Ivoirien? Tu ne l'as pas fait. Donc tu as fait un cas de faux, de fraude, en confisquant et en cachant la vérité. Tu es venu t'inscrire sur la liste électorale sans avoir lu la Constitution, sans connaître le code des nationalités. Tu as voulu tromper les Ivoiriens. Parce que sur la liste électorale, selon le code électoral, ne peuvent s'inscrire que ceux qui sont et qui détiennent uniquement la nationalité ivoirienne. Tu ne peux pas avoir une deuxième nationalité et puis être inscrit sur la liste électorale. Ça fait un. Mais toi, tu es resté avec ta nationalité française, tu n'as pas dit la vérité. Tu allais t'inscrire sur la liste électorale en 2022. Tu n'as pas pris le temps de lire la Constitution et tu l'as dit devant tout le monde que toi-même, tu ne connais même pas la Constitution. Mais l'article 55 de la Constitution dit, pour être président en Côte d'Ivoire, là, il y a un certain nombre de règles. Il faut avoir l'un de tes parents et toi-même, là, il faut être exclusivement ivoirien. Or, il se trouve qu'en 2025, tu n'étais pas exclusivement ivoirien et tu as reconnu cela le 7 février 2025. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même qui le dis à la face du monde. Et voici ce que tu as dit ici, que tout le monde peut écouter. Si c'était encore moi qui inventais, ça aurait pu être quelque chose. Mais voici ce que toi-même tu as dit. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date. Un mensonge d'État. Qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne. Qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne. Ces propos ont été tenus le 7 février 2025. Ça veut donc dire que tu n'étais pas, avant le 7 février 2025, exclusivement ivoirien. À travers ces propos qui sont des aveux, tu viens de reconnaître que tu n'étais pas exclusivement ivoirien. Et donc, pourquoi tu veux prendre les Ivoiriens pour un peuple bête? Pour que toi, on puisse te faire des faveurs. Alors que tu n'étais pas exclusivement ivoirien. Tu avais changé de nationalité. Tu as reconnu cela devant tout le monde le 7 février 2025. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer la loi en Côte d'Ivoire. Tu savais très bien. Tu le faisais en violation de l'article 48 du code de notre nationalité. Tu le savais. C'est parce que tu as été coincé et tu as été pris la main dans le sac que tu es sorti le 7 février pour dire ce que nous avons tous entendu. Que c'est maintenant, le 7 février, que tu vas maintenant te mettre dans les dispositions de posséder que exclusivement la nationalité ivoirienne. Donc tu voulais tromper les Ivoiriens. Et donc, Alassane Ouattara n'a jamais eu une telle démarche. Du premier jour, lui, à contrario, les gens ont cherché à salir sa réputation, à fabriquer de faux papiers, à essayer de l'écarter par la force. Alors que toi-même, là, c'est toi-même qui t'es écarté. Tu t'es écarté parce que tu as menti aux Ivoiriens. Tu t'es écarté parce que tu ne connais pas les lois de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam est connu comme un homme de dossier qui a un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissiez pas? Je ne le connaissais pas. Mais comment vous pouvez ne pas connaître cet article 48? Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Tu t'es écarté parce que tu voulais tromper les Ivoiriens. Tu t'es écarté parce que toi-même tu es venu le dire publiquement que tu n'étais pas exclusivement de nationalité ivoirienne le 7 février 2025. Et donc, ce que tu as dit hier ou avant-hier, que en 2000,
En 1999, les élections ont été tronquées pour éliminer Alassane Ouattara. C'est bien beau de parler, mais quand on analyse au fond, la dividende politique que tu veux retirer en voulant bénéficier d'une compassion collective, nous autres, nous n'allons pas te l'accorder. Et tu vas subir la rigueur de la loi sans état d'âme. Parce que toi, tu n'as souffert que 18 mois. Et ceux qui ont souffert pendant 18 ans, toi, tu es plus humain que ces personnes-là. Toi, Chaka Dian, tu es plus humain. Tu es plus sensible en 18 mois de douleur. Parce que c'est toi aujourd'hui. Ça te fait mal, 18 mois. Alors que d'autres ont subi le martyre pendant 18 ans. Toi, tu travaillais avec le gouvernement de ceux qui ont fait subir le martyre à ces personnes. Mais tu n'as jamais éprouvé de sentiments pour eux. Toute personne qui éprouve un sentiment pour Chaka Dian est un indigne caractérisé. Et c'est pourquoi nous allons te traiter avec la rigueur de la loi. Nous n'allons pas rentrer dans vos fausses méthodes. Nous n'allons pas rentrer dans l'injustice, mais on va te traiter sans pitié avec les lois de la Côte d'Ivoire. Même si la Côte d'Ivoire doit brûler là, elle va brûler sur la base de cette vérité. Ah oui, ça il faut qu'on te dise ça. Donc là, il faut faire ce qu'on n'a jamais vu. Mais on va te montrer que tu vas apprendre à connaître les articles de la Constitution ivoirienne. On va t'enseigner le code de la nationalité ivoirienne. On va t'enseigner ce que c'est que le code électoral en Côte d'Ivoire avant de venir diriger les Ivoiriens. Et ça, c'était important qu'on te le dise. Et Mère Blanc et Mère Nefertiti nous donnent ici une belle conclusion de l'homme Chaka Dian pour faire la conclusion de ce que nous avions dit aujourd'hui. Bonjour les Cloreurs, bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, nous avons un test à vous proposer qui a pour titre Tidiane Thiam. Nous l'avions déjà soupçonné Thiam d'avoir fait une location d'une femme blanche, tellement qu'il rêve d'être comme Papa Ado, mais la blanche a disparu. Pire, Thiam erre tout seul dans le Marais, dans le 2e arrondissement. C'est à croire que tout est faux chez lui. Lui et sa femme blanche voyaient grand. Dès que le coup a foiré, Madame la Blanche a disparu sans demander son reste. Il se croyait capable d'imiter le couple excellentissime Prado et Prada. Ce couple est inégalable et inimitable. Il y en a qui ont voulu faire comme eux, mais ils n'y sont pas parvenus. Avez-vous déjà vu une autre première dame mettre le chapeau sur la tête de sa moitié sucrée avec autant de tendresse? Thiam ne sera jamais capable de trouver sa moitié. Il est trop beau, trop intelligent, trop gueulard. Il est unique au monde. C'est justement son unicité qui le privera toute sa vie d'une moitié conforme. C'est ainsi que le mensonge rattrape le menteur. Tous les mensonges de Thiam se sont écroulés l'un après l'autre. C'est pourquoi nous, les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité, ne serons pas surpris que ce monsieur fasse une grave dépression dans l'avenir. Le cas Thiam doit inspirer tous ceux qui aspirent à devenir président de la Côte d'Ivoire. Sachez que l'orgueil, la suffisance, l'arrogance, la prétention, la supériorité, la vanité n'est que ruine de l'âme. Tidiane Thiam, si cela est encore possible, ressaisissez-vous. Soyez humble et respectueux des valeurs morales qu'un humain responsable doit avoir envers son prochain. Merci. Test coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prado dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire vers son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti, merci à Mère Blanc, merci encore pour ce texte qui vient rappeler des vérités simples. Si Alassane Ouattara était un Burkinabé là, qui aujourd'hui combat le plus radicalement Alassane Ouattara? Ce sont les Burkinabés. Ça encore, c'est une preuve que Alassane Ouattara n'est pas Burkinabé. Mais Alassane Ouattara est même celui qui est venu aujourd'hui gâter mangement même des Burkinabés. Parce que ceux qui sont les enfants de Burkinabé, là, tu vois beaucoup comme ça, là. Comme les enfants de M. Traoré, secteur 4 de Bobo Dioulasso. Ce sont les enfants de Burkina. Ils ont pris leur grossesse en bas des cacaoyers, là. Quand ils demandent, toujours dans Ella et Tini, là, c'est ma maman qui avait pris grossesse. Mon papa, là, lui, la fille. Toujours, c'est vous, vos mamans qui prennent grossesse. Et puis vos papas, là. Toujours, je suis du côté maman. C'est du côté maman.
tous les indignes là, quand je parle, je dis, moi, côté papa comme côté maman, là, je suis ivoirien. 2 villages. Mais les indignes là, eux disent toujours, c'est côté maman là, je suis ivoirien. Oh. Quand tu attends quelqu'un, c'est côté maman, je suis ivoirien, c'est pas un ivoirien. C'est l'enfant d'un Burkinabé, ils ont fait débouquer quelque part sur un cacahuète. C'est leur marque. Non, c'est à côté maman, je suis ivoirien. Si quelqu'un te dit ça net là, il faut dire, on a compris. On a compris, c'est bon comme ça. On sait. Ça a été un wano, un rapido en bas de cacahuètes. Quand ça les choque, qu'on les ramène à la tradition d'Abla Pokou, et non, ma violo, c'est vous, on viole toujours. On vous connaît maintenant. Et maintenant là, votre côté caché sombre là, on va mettre ça au jour. Si Alassane Ouattara, comme disait Babo, qui aujourd'hui aide Babo à combattre Alassane Ouattara, c'est le Mali. Babo là, son papa vient de Caille. En 1983, Babo allait à Caille pour rencontrer ses vrais parents là-bas. En 1983. J'ai dit, faites aussi votre généalogie parler, donnez votre parcours en public. Pourquoi le vieux Koudou n'a jamais traité Laurent Gbagbo comme un de ses enfants? Gbagbo était obligé de se nourrir dans les véhicules qu'on appelle rendez-vous chez nous, là, les bâchers là, dans ça. Il dit lui-même, il vendait chewing-gum tout. Ça là, il y a son fond là. Un enfant qui n'est pas ton enfant là, c'est pas ton enfant. Gbagbo même ça. Donc ce ne sont pas des gens qui ont tout à se reprocher, qui vont venir reprocher des choses à des gens dignes comme le président Ouattara, au point on n'a qu'à poser quelque chose sur sa nationalité. Là, comme ça va nous distraire. Mais vous vous trompez très mal.